De l'ancien royaume d'Angkor, chacun d'entre nous connaît ces extraordinaires temples de pierre. Mais ces vestiges ne sont que l'ombre de cette civilisation disparue. Ils se dressent, désormais privés des fastes qui les habillaient il y a plus de 500 ans. C'est un peu comme quand on va dans un muséum d'histoire naturelle et qu'on découvre le squelette d'un dinosaure. C'est un merveilleux squelette, splendide, somptueux, en pierre, en briques, mais il manque les organes, il manque la peau, il manque tout le décor qui venait orner ces monuments. Aujourd'hui, 3 scientifiques spécialistes de l'art khmer mènent une enquête inédite sur les œuvres et les monuments d'Angkor. Ici, là, il y a la petite plage. Ils s'intéressent en particulier à l'une des statues les plus prestigieuses jamais retrouvées dans les ruines de la cité. C'est vraiment l'intérêt de la radio, parce que ça, c'est vraiment indétectable à l'œil nu. Une statue monumentale du dieu Vishnu, autrefois entièrement couverte de bronze doré. On a peut-être un peu tendance à oublier en fait que les images brillées sont décrites comme resplendissantes dans les temples, pourvues aussi de différentes couleurs, de pierres précieuses, etc. De Paris à Phnom Penh et au cœur de la forêt cambodgienne, cette odyssée scientifique va les conduire aux origines du bronze. Le gisement, ça aurait pu ressembler à ça, du coup. Comment les maîtres artisans d'Angkor sont-ils parvenus à fondre des objets d'une taille aussi monumentale? Aujourd'hui, l'étude des statues et des décors de bronze de la cité disparue révèle son véritable visage. C'était à son apogée l'une des plus belles villes du monde, ornée de cuivre, de plaques de bronze et de statues de métal doré. Ce matin, au Musée national du Cambodge, a lieu une grande cérémonie. Une cérémonie de bénédiction dédiée à l'une des plus belles statues de bronze jamais retrouvées à Angkor. Une représentation du dieu Vishnu, fondue au XIe siècle après Jésus-Christ. Elle est sur le point de s'envoler pour Paris. Et à Phnom Penh, son départ est un événement. La cérémonie s'ouvre par les apsaras, des danseuses dont l'art très raffiné appartient à une longue tradition qui remonte à l'ancien royaume d'Angkor. Ensuite, 4 moines bouddhistes prononcent des formules de bénédiction et de protection qui vont accompagner la divinité tout au long de son voyage. À ses côtés, les 3 scientifiques qui vont l'accueillir à son arrivée en France. Pierre-Baptiste, le conservateur, Brice Vincent, l'archéologue, et David Bourgarit, le physicien spécialiste de métallurgie ancienne. Ils vont réaliser une étude très poussée de la statue, qui sera ensuite la star d'une exposition consacrée aux œuvres de bronze du royaume d'Angkor. La statue du Vishnu était autrefois disposée au cœur de la cité d'Angkor, lorsqu'elle était la capitale d'un immense royaume qui s'étendait sur une bonne partie du Laos, du Vietnam et de la Thaïlande d'aujourd'hui. Une cité parsemée de sanctuaires spectaculaires, dont le temple d'Angkor Wat.
ou encore le Bayonne et ses impressionnantes tours à visage. Des bâtiments majestueux, contemporains des grandes cathédrales de l'Europe du Moyen Âge. La cérémonie est à présent terminée. Et à la veille du grand départ, Pierre-Baptiste et son équipe évaluent l'état de la statue du Vishnu. Après, ici, là, il y a la petite plaque, là. C'est vrai que la jonction entre la tête et le cou, elle est à surveiller. Parce que tu là, vois, ça t'as un continue petit de là. point de coloration tout petit là, Non, et mais on ça, sent que je vais documenter forcément, ça. c'est une... On est en train de réaliser le constat de départ de cette œuvre qui est un des grands chefs-d'œuvre du Musée national de Phnom Penh, peut-être la pièce majeure de la collection. C'est en tout cas le plus grand bronze qui a jamais été retrouvé sur le site d'Angkor. Il nous reste essentiellement les éléments de ce buste, ainsi que quelques parties du dos, des jambes de la statue originelle. Mais le reste a disparu. Le Vishnu a été l'objet d'un saccage il y a environ 500 ans. Plusieurs parties de son corps ont alors été arrachées et ont disparu à tout jamais. Ici, t'as un point de corrosion aussi. Ouais. À vrai dire, on se pose de nombreuses questions face à cette œuvre. Il y a d'abord son aspect originel. Il devait avoir les carnations dorées, il avait les yeux incrustés, etc. Donc son apparence était très différente. On sait aussi qu'il avait des bijoux qu'il a perdus. Certains sont visibles, bracelets, colliers, mais il avait aussi un très grand diadème. Ce que l'on ignore, c'est comment il était placé exactement dans le sanctuaire, tout comme on ne sait pas très bien comment les bronziers khmers ont mis en œuvre une statue aux proportions aussi colossales. Pierre-Baptiste veut comprendre la place qu'occupait autrefois la statue et le rôle qu'elle tenait dans le temple où elle était présentée. C'est la première étape de cette grande enquête sur le Vishnu de bronze. Une enquête qui commence sur le site d'Angkor, à 400 km de la capitale Phnom Penh. Plus exactement dans l'un de ces 3 immenses réservoirs artificiels que l'on appelle ici les barailles. En leur centre, chacun d'entre eux accueillait un sanctuaire qui marquait leur dimension spirituelle. Mais avant tout, ils avaient une fonction pratique, essentielle dans la grande plaine d'Angkor. Ils se remplissaient à la saison des pluies et permettaient d'irriguer les cultures à la saison sèche. L'ensemble était alimenté par un système de canaux très sophistiqué, ce que les archéologues ont surnommé la cité hydraulique. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 1000 km² et était peuplée d'environ 750 000 habitants. Une ville dont l'existence même dépendait de ses réseaux d'une infinie complexité. Voici le plus vaste de tous les réservoirs, le Barail occidental. Ce matin, Pierre-Baptiste y retrouve Olivier Cunin, l'un des meilleurs connaisseurs de l'architecture de l'ancien royaume d'Angkor. Les 2 scientifiques se dirigent vers un îlot artificiel au cœur de cet immense réservoir. Les anciens Khmers y avaient construit un superbe sanctuaire, aujourd'hui en pleine restauration. C'est ici que la statue du Vishnu a été retrouvée. La direction scientifique du chantier est assurée par Olivier Cunin. En ce moment, il travaille à l'assemblage d'un puzzle de pierre en 3 dimensions. Le piédestal sur lequel reposait autrefois la statue de bronze.
on commence à avoir le volume du piédestal qui émerge et sa hauteur, parce que finalement, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on pouvait imaginer. Tout à fait, on a cette plateforme supérieure, donc 44 cm, grosso modo, et après, le piédestal du Vishnou qui élève le Vishnou à 1,30 m. Donc tout cumulé, au bout d'un moment, on commence à avoir le Vishnou finalement à peu près au niveau du regard des officiants. Hein. Aujourd'hui, les ouvriers travaillent sur une allée qui conduit à la plateforme centrale du sanctuaire. C'est à cet endroit que le Vishnou a été découvert, dans des circonstances que l'on peut véritablement qualifier d'extraordinaires. En 1936, un homme se rend à la conservation d'Angkor et va voir Henri Marchal et Maurice Glaise, qui travaillaient à l'école française d'Extrême-Orient à l'époque, pour leur dire qu'il a fait un songe. Il a rêvé, la nuit précédente, que le Bouddha lui était apparu et lui avait dit « Viens me sauver, je suis couché au Mébone occidental et il faut que tu me dégages en fait du lieu où je me trouve. » Henri Marchal et Maurice Glaise, les deux archéologues, prennent l'information très au sérieux. Tout simplement parce que quelques mois plus tôt, les vestiges d'un serpent de bronze ainsi que la main d'une statue y avaient déjà été exhumés. Ils se rendent sur l'îlot du Mébone occidental pour y mener une campagne de fouilles. Ils vont dégager quelques blocs de la partie centrale du Mébone et ils vont voir les restes d'une statue de bronze qu'on n'arrive pas encore à bien identifier. On voit le dos d'une tête, mais ce qui frappe tout de suite, c'est qu'elle est énorme en fait. Rien que la tête fait presque 80 et 90 cm de haut, donc une statue colossale. Et donc, première réaction, on se dit c'est un Bouddha couché, un Bouddha représenté au moment de son extinction suprême, le parinirvana. On dégage donc les blocs qui entouraient la tête de cette divinité qui avait le visage contre terre, et là on s'aperçoit qu'il n'avait non pas 2 bras, mais 4 bras, donc ça ne pouvait plus être une image de Bouddha couché, c'est un Vishnu couché à 4 bras. Le torse mesure 2,50 m de long et autour de lui, une quarantaine de fragments sont retrouvés. Aujourd'hui, grâce aux travaux d'Olivier Cunin, il est possible de restituer la statue sur son socle de pierre. On peut ainsi mieux comprendre la force symbolique de l'endroit où elle fut disposée il y a près d'un millénaire. On sait que dans le monde indien, notre existence est cyclique, en fait. Notre vie actuelle a été précédée de nombreuses vies antérieures et sera suivie par de très nombreuses existences qui dépendent de nos actes, de notre karma. C'est ce concept de samsara, de vie postérieure. Dans l'univers, les choses fonctionnent de la même manière. En fait, cet univers est mortel. Régulièrement, l'univers atteint un point de non-retour dans le chaos qui fait que Shiva va le détruire entièrement. Et ce n'est pas seulement la Terre, mais toutes les planètes, tout le cosmos est détruit. Et pendant une longue période cosmique, il ne se passe plus rien, en fait. Sauf que Vishnu, le sauveur, le préservateur dans l'hindouisme, va s'allonger sur l'océan primordial, qui est tout ce qui reste de l'univers détruit par Shiva, et il va méditer pendant des millions d'années. Et il est donc allongé sur le Naga, qui symbolise cet océan primordial, un grand serpent polycéphale, et son épouse, Lakshmi, la déesse de la beauté, la fortune, lui masse les jambes pendant ces millions d'années. Et puis à la fin de sa méditation, une fleur de lotus pousse dans son nombril, elle émerge, elle s'élève vers le ciel et elle s'épanouit en corolle. Et sur cette fleur de lotus, le dieu Brahma, doté de ses 4 visages, tourné vers les 4 orients, va prononcer d'une voix sonore les Védas. Les Védas, ce sont les 4 textes fondamentaux de l'hindouisme. Et en prononçant ces textes,
il crée le nouveau monde. Donc c'est vraiment un mythe fondamental dans l'hindouisme, et la seule grande représentation en ronde-bosse que l'on connaisse, c'est le Vishnu en bronze du Mébone occidental. Pour Pierre Baptiste et Olivier Cunin, ce mythe est la clé qui permet de comprendre la raison d'être de ce sanctuaire. Toute son architecture est à replacer dans les croyances des anciens Khmers. L'îlot artificiel du Mébone occidental fait un carré grosso modo 200 mètres de côté. Et à l'intérieur duquel vous avez un bassin qui fait à peu près 65 mètres de large. Et après, on a à l'intérieur un îlot artificiel, de nouveau, sur lequel était installé en fait le dispositif cultuel de ce monument. Donc la raison d'être en fait de l'ensemble du monument. Olivier Cunin, qui a étudié de près les ruines du sanctuaire, propose ainsi cette restitution. Au cœur du réservoir se trouvait une enceinte qui délimitait un grand bassin, à l'intérieur duquel se trouvait une petite plateforme sur laquelle était positionnée la statue du Vishnu. On y accédait par un chemin qui devait sembler comme suspendu sur les eaux. C'était en quelque sorte un modèle réduit de l'océan primordial au moment de la création du monde par Vishnu et le dieu Brahma. Les scientifiques n'ont donc plus aucun doute sur la façon dont la statue était autrefois disposée, ni sur sa fonction spirituelle. Mais une énigme reste encore à résoudre. Cet assemblage va d'ici jusqu'à là-bas. Car en travaillant sur son piédestal, Olivier Cunin a récemment fait une nouvelle découverte. D'étranges blocs de pierre, en forme de tube, creux en leur milieu. Une fois assemblés, ils devaient culminer à plus de 10 mètres de haut. Mais que pouvaient-ils bien représenter? Il pourrait s'agir d'un immense linga, le symbole du dieu Shiva, le dieu destructeur de l'univers, positionné derrière le dieu Vishnu, lequel conservait la mémoire du monde disparu. Pierre Baptiste suppose au contraire que ces structures de pierre pourraient avoir été un immense piédestal duquel aurait émergé une fleur de lotus recouverte de bronze, sur laquelle on aurait disposé une statue de Brahma, le créateur du monde, elle aussi habillée de métal doré. Le scientifique se réfère à l'une des seules images connues à Angkor de cet épisode de la mythologie hindoue. Elle date de la fin du XIIe siècle et représente les différents protagonistes du mythe de Vishnu. On peut y voir le Naga, le serpent symbolisant l'océan primordial sur lequel la divinité est installée. Et une fleur de lotus qui évoque le mythe de Brahma, le créateur de l'univers. L'ensemble statuaire du Vishnu ressemblait-il à cette image? À ce jour, l'archéologie n'a pas encore de réponse à cette question. Retour au musée de Phnom Penh, où une dizaine de personnes s'affairent autour de la statue. Son grand voyage pour Paris est pour très bientôt. Et c'est un moment de tension pour une œuvre d'une telle fragilité.
Une caisse sur mesure est fabriquée sous le regard inquiet d'Anne Quilien, chargée des expositions au musée Guimet. La caisserie que l'on a choisie pour cette œuvre, c'est une caisserie isotherme qui est conçue donc, pour essayer de limiter au maximum les variations climatiques autour de l'œuvre pendant le trajet, dans la mesure où on a ici une œuvre qui est en bronze et donc qui est très sensible au changement climatique, d'autant plus que c'est une œuvre archéologique, donc vous le voyez, elle a des traces de corrosion assez importantes et donc on va essayer de limiter les variations climatiques pour éviter tout incident sur l'œuvre. C'est évidemment un moment très délicat, puisque l'œuvre en réalité pèse 505 kg, elle est donc très lourde et elle est manipulée assez rarement. On est donc en train d'affiner ces micro-calages autour de l'œuvre. Nous, les Khmers, nous sommes aujourd'hui bouddhistes. Mais nous continuons à respecter les coutumes et les croyances anciennes. Nous prenons soin de cette statue parce que même si elle se trouve dans un musée, les gens peuvent continuer à venir la vénérer. Il existe avec le Vishnu un lien immuable qui remonte à plusieurs siècles. Ultime étape avant le grand départ, les agents des douanes cambodgiennes vérifient et inventorient chacun des 42 fragments de la statue. L'ensemble est chargé dans un camion qui va prendre la direction de l'aéroport de Phnom Penh. À partir de cet instant, la précieuse cargaison sera suivie en temps réel par GPS à chacune des étapes de son voyage pour Paris. Au musée de Phnom Penh, le travail des scientifiques est cependant loin d'être terminé. 126 statues et autres objets, qui seront également exposés à Paris, ne seront expédiés que dans quelques mois. Et ils vont profiter de cette occasion pour les étudier de très près. Brice Vincent, Miss Srénit et David Bourgarit s'intéressent au savoir-faire des maîtres artisans du royaume d'Angkor et pratiquent des prélèvements sur chacune d'entre elles. Le bronze est un alliage, un mélange de plusieurs métaux dont les proportions ont pu varier en fonction des époques. Voilà. L'objectif de ces prélèvements, c'est de déterminer la composition du métal, quelle variété d'alliage a été utilisée, ce qui est important parce que c'est un marqueur chronologique. Ça nous dit des choses aussi sur les savoir-faire des sociétés, des métallurgistes, des fondeurs, etc. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement déterminer l'origine du métal. Avec les impuretés qu'il y a dans le métal, on va pouvoir remonter jusqu'aux sources, jusqu'à la mine de cuivre, jusqu'au minerai de cuivre. Et donc commencer à établir des cartes d'approvisionnement en métal à telle époque, pour telle production, pour tel capital, etc. Pour mener leur enquête, les scientifiques disposent d'un autre indice. Des lingots de cuivre, le constituant principal du bronze. Leur forme très standardisée laisse imaginer une production quasi industrielle à l'apogée du royaume. Mais pour en avoir la certitude, il faut trouver la source du métal. L'enquête des scientifiques se poursuit au nord du Cambodge, dans la région de Chep. Ils y ont localisé les traces d'anciennes activités minières.
La mine de cuivre est abandonnée depuis des siècles et elle est à présent couverte d'une forêt difficile d'accès. La mission commence donc par une exploration aérienne du site grâce à un drone équipé d'un lidar. Cette technologie de pointe permet de cartographier l'ancienne zone minière avec une précision inégalée. Elle dévoile des reliefs jusqu'ici invisibles et révèle une fosse très profonde dissimulée sous la canopée. Il y a 2 puits d'extraction, celui-ci c'est le plus grand, 200 mètres de long. Et tu as une profondeur de 20 mètres dans le premier puits. On va peut-être trouver des traces d'extraction. Sébastien Clouet. Ce jeune chercheur en archéométallurgie est à l'origine de la découverte de la mine. Aujourd'hui, il est en tête de l'expédition. L'objectif principal de cette campagne, c'est justement de retrouver des restes du minerai pour pouvoir les analyser, essayer de caractériser au maximum le type de minéralisation, donc le type de minerai de cuivre qui est exploité dans cette fosse, et ensuite pouvoir essayer de tracer ce minerai de la mine jusqu'à la fonderie, jusqu'aux objets. Les scientifiques suspectent que cette fosse n'a rien de naturel. Elle aurait été creusée à main d'homme par les mineurs de l'ancien royaume d'Angkor. Parvenue au fond de la fosse, l'équipe se lance dans la prospection des sols. Là, c'est l'intérieur, on voit bien l'encaissement de chaque côté. Et donc là, on essaie de dégager, de nettoyer, enlever la végétation, aussi enlever cette terre hein, qui vient du haut, et de montrer les traces d'extraction, les parties de la paroi qui ont été creusées pour aller chercher le minerai. Scorpion. Scorpion. Regarde. Scorpion. J'essaye de faire un relevé lidar. Avec le lidar, on peut avoir les volumes qui nous intéressent pour avoir des dimensions, voir jusqu'où va cette galerie. Ces galeries qui s'enfoncent sur les côtés de la fosse sont les premiers vestiges de l'activité des anciens mineurs. Après plusieurs heures de travail, sous une chaleur accablante, les archéologues vont enfin découvrir des résidus de minerais. Ah, un bobo qui est tombé. Et voilà. C'est beau. Le gisement, ça aurait pu ressembler à ça du coup. C'était des minéralisations comme ça qui affleuraient. Reconnaissable. C'est une grande réussite. Depuis de nombreuses années, un tel gisement était recherché sans succès. On a la chance avec ce site d'avoir un site d'extraction dont l'activité s'est sans doute arrêtée à la fin de l'époque ankorienne au XIVe siècle et qui depuis est restée intacte. On peut étudier une mine ancienne, et ce qui est très rare en fait, et ce qui est même quasiment unique, de pouvoir étudier un site minier dans ces conditions de conservation. Donc le cuivre qui était produit ici, oui, on imagine qu'une des destinations finales, c'était encore la capitale, oui. Et surtout qu'on sait qu'à la même époque, donc, on avait des fonderies qui avaient besoin de cette matière première pour produire des statues, des objets, du décor, etc. À quelques kilomètres, d'autres vestiges confirment les découvertes de l'équipe de Brice Vincent.
Il s'agit d'un site de traitement du minerai de cuivre, ainsi que l'indique la présence de ce four de l'époque angkorienne. Ici, le minerai est échauffé à très haute température pour obtenir le cuivre. Cette opération produisait des déchets, les scories. Sébastien Clouet en a trouvé environ 10 000 tonnes, la confirmation d'une production massive dans les mines de Tchep. À quelques minutes de marche, dans un petit étang, les chercheurs vont procéder à une série de carottages pour mieux quantifier cette activité. L'idée, c'est de retrouver dans ce sédiment en fait, des informations sur notamment des traces de pollution. Donc, ici, on produisait du cuivre, donc il faut imaginer des particules métalliques dans l'air qui auraient été capturées dans cette sédimentation. On va retrouver aussi certainement des charbons. Donc là, on va pouvoir faire des datations. Donc c'est toutes ces données qui vont compléter un petit peu les connaissances qu'on a déjà sur le site. La découverte des mines de Tchep révèle une activité très supérieure aux seuls besoins liés à la fabrication des statues de bronze. Le prochain objectif des scientifiques consistera donc à comprendre à quoi ce surplus était consacré. Quelques jours plus tard, à Paris. La statue du Vishnou est arrivée au centre de recherche des musées de France, où, sous la direction de David Bourgarit, elle va subir une batterie d'examens. Les scientifiques vont tenter de détecter d'éventuelles traces de substances autrefois appliquées sur sa surface. Et par une série de radiographies, ils vont essayer de mieux connaître les secrets de sa fabrication. Résultat, une véritable révélation. À chaque fois, on voit des formes qui pourraient être un système de fixation, peut-être de bracelets qui semblent creux quand même. C'est vraiment l'intérêt de la radio, parce que ça, c'est vraiment à l'intérieur, sous les bracelets, donc indétectable à l'œil nu. Hormis ses avant-bras, le buste de la statue a été fondu d'un seul tenant. Une prouesse technique pour cette époque. Pour quelle raison ils ont pris ce risque-là, je ne sais pas. Et en tout cas, ils avaient a priori l'idée qu'ils pourraient arriver à le faire et à remplir un moule de cette taille-là. Alors là, on n'est pas loin de 300-400 kilos de métal. Arriver à fondre 400 kilos de métal d'un coup, c'est pas évident. Étape suivante, l'équipe de David Bourgarit s'intéresse à la surface de la statue avec ce scanner de fluorescence à rayons X qui permet d'obtenir la carte d'identité chimique de son épiderme. L'appareil peut ainsi détecter d'infimes traces de pigments ou de métaux précieux qui lui auraient servi d'ornementation. Là, on est vraiment à la recherche de l'aspect original du Vishnou, l'aspect de surface, et en particulier ce qu'on appelle polychromie, parce qu'il avait plusieurs couleurs, et on suppose très fortement que par-dessus le bronze, qui constitue le corps de l'objet, il y avait un certain nombre de matériaux qui ont été appliqués pour donner des couleurs particulières. Donc là, en ce moment, on est en train de regarder les sourcils du Vishnou, et en particulier le sourcil droit. Clairement, il a été incrusté de quelque chose. Donc on essaye de déterminer quel était ce quelque chose. Ce qu'on voit là, c'est le spectre d'émission globale de fluorescence X. Donc ça se présente sous la forme de pics. Ces pics, c'est en fait les éléments chimiques. Voilà, ça c'est le cuivre maintenant en rouge. Et on va rajouter la carto du plomb. Voilà. Ah oui. Alors là, il apparaît en vert là. Ouais, le plomb est vraiment circonscrit dans le sourcil. Alors ça c'est super intéressant. Le sourcil n'était pas doré. Enfin, il n'a pas l'air d'avoir été doré. Et riche en plomb. Il y en a nulle part ailleurs qu'à cet endroit d'ailleurs. Bah ouais, non, il n'y en a pas dans le reste de la chair.
Cet examen de l'épiderme du Vishnou n'est qu'une première évaluation. Il doit donc être approfondi. C'est pourquoi Anne-Solène Le Haut procède à plusieurs micro-prélèvements. De minuscules fragments qui contiennent de très précieuses informations. Ce Vishnou est resté en extérieur pendant plusieurs siècles. La polychromie et la dorure, ce sont des éléments qui partent, qui sont fragiles. Donc là, vous avez un exemple d'un tout petit fragment de lèvre peinte. On suspecte que ces lèvres étaient peintes en rouge avec un pigment qu'on appelle le vermillon, qui est à base de soufre et de mercure. Ce pigment rouge est un matériau qui est extrêmement opaque, qui est très brillant. Donc ça veut dire qu'on avait une polychromie très marquée sur le Vishnou. Et ce n'est pas terminé. Une observation encore plus précise permet à la scientifique de visualiser de minuscules traces d'or à l'intérieur du bronze. Lorsqu'on fait des prélèvements et qu'on sonde la profondeur, on retrouve des fragments de cet or. Vous voyez l'or? C'est ce petit filet qui est emprisonné dans la gangue, dans la corrosion du métal. On est sur des dorures qui font moins d'1 micron. On est inférieur au 10e de diamètre d'un cheveu. À une époque, on n'est pas encore en mesure de dire si c'était dès l'origine, mais en tout cas à une époque antérieure, le Vishnou était peint, au moins sur les lèvres, et doré. Chacune de ces analyses permet d'identifier les matières utilisées pour magnifier la divinité. De l'or appliqué sur l'ensemble de sa surface. Du plomb dans ses sourcils, sa moustache et sa barbiche. Quant aux yeux du Vishnou, les analyses montreront qu'ils étaient plaqués d'argent. Autant d'indices qui vont bientôt permettre aux scientifiques de révéler son véritable visage. Retour au musée de Phnom Penh. Dans les coulisses, derrière les salles d'exposition, le travail scientifique continue. Pierre-Baptiste, le conservateur, s'intéresse à une multitude d'œuvres de bronze qui feront elles aussi partie de l'exposition parisienne. Parfait. Ce niveau-là, c'est bon, ouais. Vas-y. Chacune d'entre elles est photographiée, puis examinée très attentivement. Un contact inédit avec des chefs-d'œuvre qui, jusqu'ici, lui étaient inaccessibles. C'est un moment assez excitant, très stressant aussi, mais très émouvant parce que c'est, à vrai dire, pour beaucoup de ces objets, la première fois que je les découvre hors vitrine. C'est quand même assez rare, je veux dire, dans la vie d'un conservateur, de pouvoir se trouver entouré de toutes ces pièces qui ont chacune une histoire très précieuse, très précise. Là, de pouvoir les toucher, les manipuler, permet évidemment de comprendre beaucoup de choses. 2 pieds de bronze focalisent l'attention de l'équipe. Ils appartiennent à une statue monumentale dont la plus grande partie a disparu. D'avoir les pieds bien conservés nous permet de préciser la période stylistique, parce qu'on est dans un moment de l'art khmer qui est très naturaliste. Quand on les regarde de près, on voit qu'on a parfaitement dessiné chacun des orteils. Il y a le mouvement du pied, c'est très sensible, tout le modelé, la cheville, le talon, etc. Les ongles aussi, des différents orteils. Et ça, c'est un témoignage de la statuaire khmer pré-angkorienne. On est au 7e siècle. Et les bronziers khmers sont déjà capables de fondre des statues qui, dans le fond, pourraient, si on cherchait une comparaison en Occident, nous faire penser à des grandes statues grecques ou romaines, ces grands bronzes qui représentent des divinités anthropomorphes. À quelle divinité appartenaient les pieds de cette statue de bronze?
Pour Pierre Baptiste, c'est une nouvelle enquête qui commence. Direction le Phnom Bayang, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale du Cambodge. Pierre y est accompagné de Chisochit, l'un de ses anciens étudiants. Le Phnom Bayang est un pic rocheux de 300 mètres de haut. C'est ici que les pieds de la statue de bronze ont été retrouvés. Au sommet se trouve l'un des premiers sanctuaires de la civilisation khmer. On y accède par un escalier monumental taillé dans la pierre de latérite, très typique des paysages du Cambodge. Ici, l'hindouisme a été remplacé par le bouddhisme. Mais le temple est toujours considéré comme sacré et continue d'être vénéré par les prêtres brahmanes, comme celui qui se tient à l'entrée du sanctuaire. Je voulais leur montrer le bulletin de l'école française d'Extrême-Orient de 1937 parce qu'il y a les dessins de Henri Mauger, le plan général. Et puis il a fait le dessin de tout le décor sculpté. De la façade. Henri Mauger, architecte et archéologue français, est l'homme qui a fait connaître le Phnom Bayang, et c'est le premier à l'avoir étudié en détail. Ces relevés sont aujourd'hui très précieux pour les scientifiques, car ils montrent le monument avant qu'il ne soit ruiné par l'érosion. Ensuite, Henri Mauger en a réalisé une restauration sommaire, et c'est alors qu'il a fait une découverte extraordinaire. Plusieurs dizaines de statues et d'objets de bronze, ainsi qu'un superbe poignard rituel enterré dans une cachette à proximité du sanctuaire. C'est ici qu'il trouve les pieds de la statue de bronze. Le reste a certainement été pillé en 1431, quand les armées du royaume d'Ayutthaya, l'actuelle Thaïlande, se sont emparées du royaume d'Angkor. Quand un souverain est le vainqueur d'un autre, il arrive sur un nouveau territoire et là, on va piller les œuvres qui avaient été érigées par le prédécesseur parce que le bronze, c'est un matériau qui a toujours été précieux, qui est très convoité et donc les bronzes, on a envie de les refondre et d'utiliser le métal, l'alliage, pour fondre une nouvelle statue. Le métal, en fait, qui a été formé dans une statue pendant des centaines d'années parfois, est considéré comme ayant été imprégné de toute la piété qu'il a pu recevoir pendant ces siècles. Et en fait, cette piété, elle va rester au moment où on refond le métal pour réaliser une nouvelle œuvre. Et du coup, cette œuvre moderne, elle est chargée de toute cette piété ancienne. À l'intérieur de la tour sanctuaire se trouve la cella, l'endroit le plus sacré du temple, qui abritait la représentation de la divinité. C'est à cet endroit que la statue colossale, dont il ne reste que les 2 pieds de bronze, aurait autrefois été érigée. Mais de qui pouvait-il s'agir ? Une pièce à conviction, dans cette enquête, se trouve à Paris, au musée Guimet, le musée des arts asiatiques, où l'exposition consacrée au bronze d'Angkor va bientôt ouvrir ses portes. Il possède de nombreux chefs-d'œuvre de l'art khmer et conserve dans ses réserves une stèle découverte près du sanctuaire de Phnom Bayang.
Cette stèle, malgré son état très fragmentaire, est très importante pour le site du Phnom Bayang. Elle a été trouvée dans les années 1880 et dès qu'on l'a traduite, on s'est rendu compte de son ancienneté. Elle nous raconte la fondation du temple. On est au 7e siècle, en 604, et on apprend sur ce texte qu'un brahmane a érigé ici un Shiva Pada, c'est-à-dire une statue de culte de Shiva. S'agit-il de la statue dont il ne reste que les 2 pieds de bronze conservés au musée de Phnom Penh? Et si tel était le cas, à quoi pouvait-elle ressembler? Dans son enquête, Pierre Baptiste a remarqué cette représentation de pierre de la même divinité. Même style, même époque. Le plus vraisemblable, a-t-il conclu, c'est que la statue disparue ait été parfaitement identique. Une statue de 2 mètres, au visage surmonté d'un chignon d'ascète. Tout entière faite de bronze, elle était sans doute couverte d'une feuille d'or. Certaines inscriptions un peu plus tardives que celle-ci nous précisent qu'il y avait un baldaquin décoré, enrichi de pierreries. Donc on peut se faire une idée de ce que pouvait être à l'origine cette grande statue anthropomorphe d'un Shiva debout qui devait se trouver sous ce baldaquin à l'intérieur de cette celle-là de la tour sanctuaire du Phnom Bayang. Une représentation colossale du dieu Shiva. Voici donc comment devait se présenter la celle-là du temple avant son pillage. Retour à Angkor, où Brice Vincent, l'archéologue, vient de réaliser une nouvelle découverte au cœur de l'ancienne capitale du royaume, à proximité de ses lieux les plus sacrés. À une centaine de mètres de la terrasse des éléphants, où se tenaient les réunions publiques sous le royaume d'Angkor, et à 2 pas du palais royal, Brice et son équipe ont en effet mis au jour une fonderie de bronze. La première jamais identifiée dans le pays et au-delà, dans toute l'Asie du Sud-Est. Ces couches successives, de teintes légèrement différentes, sont autant de témoignages de son histoire. Donc là, on a trouvé toute une série de niveaux de sol de fonderie, en fait, des niveaux de travail qui correspondent à la fonderie royale. Donc c'est tous les niveaux qu'on voit gris avec plein de petits fragments de terre cuite, etc. Donc qui sont des déchets métallurgiques. Dans les déchets métallurgiques, on va retrouver tous les déchets de production, des creusets, les céramiques qui servent à verser le métal, le cuivre, on retrouve du cuivre. Donc en même temps qu'on construit le palais royal, on va prévoir une zone, un quartier artisanal où le pouvoir royal va les faire travailler, va leur fournir aussi des matières premières pour produire des images, des objets qui vont directement servir le roi, sa cour, et qui vont notamment venir décorer les fondations royales et les grands temples de la capitale et du royaume. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la fouille a commencé et la saison des pluies vient d'arriver. L'équipe doit rapidement récolter les derniers indices archéologiques avant que le site de fouille ne soit inondé. Mais comme souvent en archéologie, c'est à la fin du travail que surviennent les découvertes les plus intéressantes. Dans ce climat très humide, le type d'objet qui vient d'être trouvé est exceptionnel.
Il n'y avait plus qu'un niveau à fouiller, c'était quelques centimètres, ça devait prendre 1 heure. Et là, en fait, on est tombé sur les planches en bois. Et donc, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises dans cette tranchée. Il n'y a pas de clous, c'est posé dessus, on sait. Oh, c'est... Emboîté? Ouais, emboîté. Ok. Quoi? Wow. Pour nous, c'est intéressant, parce que c'est du bois qui a 1000 ans. Peut-être avec le recours à la dendrochronologie, on pourrait avoir des datations plus précises. Donc ça peut être intéressant, notamment là, pour dater les débuts de la fonderie. Les archéologues extraient plusieurs fragments de bois dont ils ignorent pour l'instant la fonction. Puis ils procèdent à des carottages, une opération qu'ils répètent à chacun des niveaux mis au jour par la fouille. Des échantillons qui pourraient permettre de faire le lien entre l'atelier de bronze du Palais Royal et les œuvres qui seront bientôt exposées à Paris. C'est pourquoi ils sont aussitôt envoyés pour analyse au Centre de recherche des musées de France. Yvan Coquinot, chimiste spécialiste des œuvres d'art anciennes, va comparer leur composition à des prélèvements qu'il vient d'opérer dans le noyau d'argile de la statue du Vishnou. Ce qu'on appelle noyau dans une statue en bronze, en fait, c'est un modèle en terre qui était à l'intérieur donc de la statue. Les artisans bronziers allaient se procurer en fait la terre à proximité de l'atelier. Donc, quand on arrive à déterminer l'origine, la provenance en fait de la terre du noyau, on trouve où était l'atelier. Première étape, un microscope électronique va lire la signature chimique du noyau d'argile du Vishnou. Donc on peut voir qu'on a des grains en rose, rose-rouge, qui correspondent ici à du quartz. Quelques grains verts, mais très peu. Ici 2 au centre de la cartographie, qui correspondent à des feldspaths. Et ici, juste un petit grain orange, correspondant à un feldspath potassique. Et donc on a fait la même chose sur des échantillons d'argile pris à côté du temple par Brice Vincent, pour vraiment comparer les 2 échantillons. Conclusion des analyses, la composition des 2 prélèvements est parfaitement identique. Cela prouve que le Vishnou a été réalisé sur les lieux mêmes de l'atelier du Palais Royal d'Angkor. Le travail du bronze était donc associé au cœur de la cité et à ses plus hautes autorités. Quelques jours plus tard, au siège de l'école française d'Extrême-Orient. Tous les indices collectés sur la fouille de la fonderie royale sont consciencieusement nettoyés et inventoriés. Des centaines de tessons, fragments de creusets, de moules de statues brisées après la fonte. Et des éléments plus énigmatiques encore. On voit bien l'encoche qui a été faite et puis les tenons des 2 côtés, donc bien taillés, très bien conservés. Ça, c'est assez incroyable de se dire que c'est du bois qui a 1000 ans. Il y avait des constructions, des abris en bois avec une couverture tuile qui les protégeait du soleil, de la chaleur, de la pluie. Très souvent, on voit, en tout cas dans les ateliers contemporains, des bancs, etc., ce qui permet à la personne de se reposer, d'actionner pendant plusieurs heures un soufflet. Peut-être ce type d'éléments. Donc on a commencé à comprendre comment travaillaient les fondeurs pour fabriquer des objets en bronze. La fouille de la fonderie royale pose autant de questions qu'elle n'apporte de réponses à Brice Vincent. D'autant que les maîtres artisans de cette époque n'ont laissé aucun écrit qui permettrait de mieux comprendre la fonction de ces vestiges.
Il doit donc faire des hypothèses en s'intéressant en particulier au travail des bronziers traditionnels d'aujourd'hui. Certains sont très réputés, comme le sculpteur Itso Pipe, qui a installé son atelier tout près du site d'Angkor. Itso Pipe s'inscrit dans une longue histoire familiale. Son père et son arrière-grand-père travaillaient déjà pour la famille royale du Cambodge. Brice Vincent vient observer l'art de la fonte à la cire perdue, une technique déjà utilisée à l'époque angkorienne. Dans les différentes étapes de fabrication, c'est vrai que c'est le travail de la cire qui est peut-être le plus intéressant à observer aujourd'hui, parce que le matériau n'a pas évolué, l'outillage, on peut imaginer, relativement le même, et donc les gestes techniques qu'on observe peuvent correspondre à ceux des modeleurs de l'époque angkorienne. La première étape du travail consiste à sculpter dans la cire l'objet que l'on souhaite réaliser. Ce qui est réalisé en cire, c'est le modèle. Donc c'est l'image de ce que sera la statue en métal. Ensuite, ce modèle en cire va être recouvert d'un moule en argile. Cette couche d'argile va reproduire les modèles. Ensuite, le tout est chauffé à très haute température. La cire va fondre et laisser un vide au cœur du moule, lequel sera ensuite comblé par le bronze. Les fondeurs doivent alors agir avec rapidité, en versant dans des conduits prévus à cet effet le liquide en fusion, de façon à ce qu'il prenne la forme exacte du modèle de cire initial. On va verser le métal à l'intérieur et puis assez rapidement on va casser ce moule, c'est ce qu'on appelle le décochage, pour obtenir donc la statue en métal. Et après il y a tout un travail de finition, donc on va avoir un aspect brut de fonderie. On va éventuellement aussi réparer les défauts. On va nettoyer la surface, éventuellement on va pouvoir la décorer par de la dorure, etc. Puis après on obtient donc le produit fini. Bien sûr, les maîtres artisans d'aujourd'hui ne répètent pas exactement les gestes de ceux d'hier. Mais les grands principes sont restés les mêmes. Et ce que l'on observe ici est une bonne indication de ce qui se faisait autrefois. L'atelier d'Itso Pipe a ainsi produit ces très grandes statues qui perpétuent l'excellence des anciens artisans. Les hommes qui réalisèrent, il y a un millénaire, l'image monumentale du dieu Vishnu de bronze. À Paris, au laboratoire des musées de France, les analyses pratiquées sur la statue sont maintenant terminées et son véritable visage va pouvoir être recomposé. Première étape, Pascal Morat, expert en restitution numérique des œuvres anciennes, prend plusieurs centaines de clichés pour créer une réplique digitale de la statue. On aura un modèle 3D, donc avec une surface, avec une couleur qui sera conforme à l'objet, avec les dimensions, les mêmes dimensions dans l'espace virtuel que l'objet réel. Donc on pourra explorer, rentrer dans l'objet, avoir une vision virtuelle de l'objet très précise.
Les grands bronzes, les œuvres anciennes, on les voit toujours oxydées, toujours vertes. La polychromie s'efface, donc on ne distingue plus les nuances métalliques. Et là, ces techniques-là vont permettre de retrouver sa forme originelle. Plusieurs des ornements de la statue ont été arrachés à la fin du XIVe siècle, quand le temple où elle se trouvait a été saccagé. Pour retrouver son image d'origine, Pierre Baptiste prend pour référence des œuvres conservées au musée Guimet, sur lesquelles le Vishnou porte un collier, plusieurs bracelets et un chignon finement sculpté. La statue, pense-t-il, devait avoir le même type d'attributs. On sait que le Vishnou avait une couronne sur la tête, en fait. Et heureusement, on a des éléments pour se faire une idée de ce à quoi elle ressemblait. Mais il faut l'imaginer réalisée en alliage d'or et d'argent, très probablement dorée au mercure, donc vraiment très rutilante, et elle s'organise en 3 éléments. Un diadème qui vient ceindre le front et qui est noué derrière la tête, au-dessus de la nuque, par un petit nœud d'attache. Et puis, on cache la chevelure très haute qui est nouée sur le sommet de la tête par ce que l'on appelle un couvre-chignon, qui est une espèce de couronne, en fait, réalisée elle aussi en orfèvrerie, à étages multiples. Et puis le dernier élément, qui devait exister pour le Vishnou aussi, c'est un couvre-nuque qui vient cacher la base des cheveux au niveau de la nuque. Et tout ça pouvait être constitué en une seule partie, comme un véritable casque, presque comme un casque de guerre, sauf que c'est totalement ornemental. Il faut à présent ajouter ces ornements au modèle 3D de la statue et choisir les bonnes couleurs pour son épiderme. Un moment important pour les 3 scientifiques qui se sont réunis autour de Pascal Morat pour apporter leur contribution à l'élaboration de cette image. Ces 3 registres-là et ces 3 registres-là peuvent être un peu plus serrés, ok. Voilà. Pascal a reproportionné, un peu écrasé, un peu élargi, rendu un peu plus conique. Et du coup, je trouve le rapport avec le visage, il est bien mieux. Alors là, vous avez des essais de couleurs, plutôt châtain, roux. Si vous voulez mettre noir. Bah noir, peut-être pas noir, parce que là, il va faire vraiment très mexicain. C'est sans doute le plus délicat. Sélectionner les textures et les couleurs d'origine pour retrouver l'éclat perdu de la statue. C'est la première fois qu'on va représenter de la statue en bronze colorée. Voilà, on va essayer de se rapprocher le plus possible de l'état original de la statue. Je pense que ça surprendra, sans doute au premier coup d'œil. On a peut-être un peu tendance à oublier en fait, que les images brillées sont décrites comme resplendissantes dans les temples, pourvues aussi de différentes couleurs, de pierres précieuses, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est décrit, qui est connu, qui a évidemment disparu des temples. Donc là, on aura un modèle, et en plus avec une des plus belles statues qui a été produite au Cambodge et une des plus monumentales. Cette reconstitution n'en est qu'à ses débuts. Il faudra encore plusieurs semaines de travail pour parvenir à une réplique fidèle de la statue du Vishnou. À Siem Reap, l'enquête sur le bronze du royaume d'Angkor n'est pas pour autant terminée. Au monastère royal du Wat Richbo, les scientifiques ont en effet découvert de nouveaux indices. Au cours des années, le supérieur du monastère, le vénérable Pinsem, a en effet rassemblé ici toutes sortes d'objets. Des objets très anciens qui lui ont été apportés par ses très nombreux fidèles. Certains ont été retrouvés par hasard, mais la plupart ont été restitués par les familles d'anciens pilleurs.
Au Cambodge, il y a entre 2000 et 5000 monastères bouddhistes. Mais aucun de ces monastères ne préserve les bronzes comme je le fais ici, au temple de Wat Rijibô. Ces œuvres, sauvées de l'oubli, ont été retrouvées par nos fidèles. Ce sont des archives de l'immense savoir-faire de nos ancêtres. Je veux montrer au monde entier que ces vestiges et ces objets anciens appartiennent à tous les Cambodgiens. Mais ils appartiennent aussi à l'humanité tout entière. Ce qui a retenu ici l'attention des scientifiques, ce sont ces centaines de plaques de bronze et de cuivre d'une épaisseur de quelques dizaines de millimètres, souvent ornées de reliefs et qui, pour certaines, comportent des traces de dorure. Des plaques métalliques qui ont aussitôt suscité des interrogations. Comment pouvaient-elles être utilisées et à quel endroit étaient-elles positionnées? Dans leurs recherches, les scientifiques ont alors pensé à l'un des temples les plus spectaculaires d'Angkor. Un temple qui pourrait leur permettre de comprendre l'importance de ces plaques de bronze dans l'architecture des anciens Khmers. Le Prakan, l'épée sacrée en langue khmer, où ce matin Pierre Baptiste et Olivier Cunin se sont donné rendez-vous. Il a été édifié par Jayavarman VII, l'un des plus grands souverains de l'ancien royaume. Et c'est sans doute l'un des sanctuaires dont la renommée était la plus grande à l'apogée d'Angkor. On sait que ces temples étaient beaucoup plus riches qu'aujourd'hui, puisque d'abord il y a des inscriptions qui nous donnent des éléments très précis sur tout le décor qui existait ici. Il y avait des dvarapala, ces gardiens de porte qui sont ces personnages costauds, des fiers à bras en fait, qui sont là, armés d'une massue ou d'un trident qui se trouve de chaque côté de la porte d'entrée. On y voit aussi des danseuses qui sont sculptées notamment au niveau des architraves de certaines parties du bâtiment. C'est assez émouvant parce que ces danseuses qu'on voit sculptées pourraient être éventuellement des apsaras, des divinités, mais elles pourraient aussi bien être des véritables danseuses, en fait, une représentation de ces danseuses qui étaient ici, à Prakan, à la fin du XIIe siècle. Il y en avait plus d'1 millier qui étaient affectés au service du sanctuaire. En 1431, quand Angkor est abandonné par les rois du Cambodge, les monuments vont perdre toute cette riche ornementation. En fait, les premières choses qui vont disparaître, c'est évidemment tous les meubles, tous les objets mobiliers, les textiles, mais aussi le décor architectural le plus précieux, c'est-à-dire l'ornementation de bronze doré, qui se trouvait dans certaines parties les plus précieuses de ces sanctuaires. De ces ornementations, il ne reste rien, sinon le vestige de leur ancienne présence. Dans la cella de pierre du sanctuaire, le lieu le plus sacré du temple, tout y est. Il a suffi aux scientifiques d'observer les murs avec attention. Dans ce sanctuaire, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les murs. Et ça peut sembler étonnant quand on les regarde, parce qu'on peut se dire mais il n'y a rien à voir. Et en fait, quand on les regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'ils sont percés d'un réseau très précis, très bien organisé, de petits orifices qui correspondent à l'emplacement des trous de tenons, des tenons métalliques, qui permettaient d'insérer, de fixer dans la paroi des plaques métalliques en bronze doré. Ces percements sont partout dans la cella. Tous les murs en sont pourvus.
Il permettait de fixer les plaques de bronze, comme celles qui sont conservées dans le petit musée du Vénérable. Moi, ce que je trouve intéressant dans le rythme qu'on a du percement des orifices qui devaient recevoir les tenons métalliques qui permettaient de fixer les plaques métalliques sur le décor, on a un rythme en fait qui semble présenter une certaine logique parce qu'on le retrouve à peu près identique sur chaque face de la stèle-là. Et du coup, on se dit, ça doit correspondre à un rythme du décor architectural à peu près identique. Imaginez une succession de plaques de bronze ouvragées et couvertes d'une feuille d'or qui tapissaient les couloirs intérieurs du temple ainsi que les murs de la cella. Le tout avait sans doute un effet spectaculaire, à la fois magique et impressionnant. L'expression de la puissance du royaume d'Angkor à son apogée et de son immense prospérité. Comment ces plaques de bronze étaient-elles fabriquées? À quoi ressemblaient les ateliers des maîtres artisans qui les façonnaient? À une trentaine de minutes de la capitale Phnom Penh, les scientifiques s'intéressent aux ateliers traditionnels qui perpétuent les savoir-faire de l'ancien royaume d'Angkor. Miss Renit, la jeune doctorante cambodgienne qui travaille dans l'équipe de Brice Vincent, y consacre sa thèse. Ce matin, elle va à la rencontre de Shaun Dao, un dinandier qui travaille selon les mêmes techniques que ses lointains prédécesseurs. Tout commence par une épaisse plaque de cuivre que l'artisan va marteler inlassablement pendant plusieurs jours pour réduire son épaisseur. Cela prend vraiment du temps. Entre 5 jours et 1 semaine, en travaillant avec la technique manuelle. À intervalles réguliers, la plaque est chauffée dans un four traditionnel. Quand elle atteint la finesse nécessaire, elle peut être découpée. Au départ, la plaque de métal faisait 1 cm d'épaisseur. Et maintenant, elle mesure 0,5 cm. Une fois que cette plaque est assez fine, l'artisan peut attaquer la fabrication d'objets comme un bol ou des plaques d'ornementation. Aujourd'hui, l'artisan s'est lancé dans la fabrication d'un bol. Il va donc progressivement monter la plaque de métal en la martelant à nouveau, de façon à ce que sa forme approche de la perfection. Malheureusement, il n'existe pas de traces écrites, pas d'inscription, ni de représentation sur les bas-reliefs des temples, qui dévoilent la technique de fabrication des bols et du martelage. Donc pour réussir à comprendre l'ensemble du processus, je dois étudier l'héritage de cette technique de l'ancienne capitale khmer. Dernière étape, le dinandier sable la surface du métal pour effacer les marques de martelage. Il parvient ainsi à obtenir un bol rituel d'une grande finesse, équivalent à ceux de l'époque ancienne, dont certains sont exposés dans les vitrines du musée de Phnom Penh. À présent, imaginez un atelier comme celui de Shaun Dao,
avec plusieurs centaines d'artisans travaillant simultanément. C'est le spectacle que l'ancien royaume devait offrir à son apogée. Direction le temple de Prakan de Kompongshwai, à 100 km à l'est d'Angkor. Un sanctuaire fascinant qui, dans l'enquête des archéologues, offre des informations essentielles. Mais ce qui frappe tout d'abord ici, ce sont les dégâts occasionnés par les pillages à grande échelle du temple qui se sont produits à la fin des années 1990. Les Khmers rouges occupaient alors la région, quand de grands trafiquants d'antiquités l'ont dépecé de ses plus belles œuvres d'art. Brice Vincent est accompagné par Julia Estève, une archéologue de l'école française d'Extrême-Orient qui a fouillé ce sanctuaire pendant plusieurs années. Alors ce temple est vraiment un exemple à part qui, moi, me crève le cœur parce que il a dû être magnifique. Maintenant que l'on sait que c'était le temple principal pour le bouddhisme, on peut imaginer les richesses qu'il incluait, on peut imaginer la majesté de ses décors et on voit autour de nous ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit soit par le temps, soit par les pillages. Et d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique, c'est une catastrophe parce que ce sont des informations que l'on ne pourra pas retrouver. Le Prakan de Kompongshwai a fait l'objet d'une première fouille dans les années 1960 par Bernard-Philippe Grolier, un archéologue français. Il a réalisé une couverture photographique du site qui témoigne de son état avant son pillage. On peut y voir des divinités féminines qui ont quasiment toutes disparu aujourd'hui, qu'elles aient été pillées ou détruites alors qu'on essayait de les prélever. Mais ce qui amène ici les archéologues, c'est une découverte que Grolier a réalisée pendant son exploration du monument. Il s'agit de 2 fragments de bronze. Le premier a été trouvé à l'intérieur du temple, ce qui confirme qu'il était habillé de métal doré. Quant au second, il a été découvert à l'extérieur du sanctuaire. Et cela, c'est beaucoup plus étonnant. C'est l'indice qu'il était sans doute entièrement couvert de bronze, comme l'attestent également les orifices qui accueillaient les plaques métalliques et les restes d'enduit qui les fixaient à la pierre. Donc là, on retrouve, tu vois, des traces de mortier ici. Ça tend vers le vert, enfin blanc-vert, mais là, on a clairement du mortier. Et là, tu le vois bien. On voit bien l'épaisseur aussi, effectivement. Et donc, évidemment, là, tu le vois dans les niches aussi. Ah oui, la couleur est très, très bien conservée. En vert, là, ce qu'on voit, c'est des oxydes de cuivre. Et donc, les plaques de cuivre venaient adhérer donc, au mortier. Et donc, on peut imaginer pour ces parois du cuivre. Et la particularité de toutes ces surfaces, c'est qu'elles ne sont pas décorées. Si vous comparez avec des monuments qui sont directement contemporains, donc tous les pavillons d'entrée, on voit il y a une profusion de décors du sommet jusqu'à la base des tours. Donc une première hypothèse était qu'il était inachevé en fait. Et puis Bernard-Philippe Grolier a montré que en fait, le temple du Prakan de Kompongshwai avait été originellement recouvert de métal. Donc il faut imaginer qu'on avait le même type de décoration, les mêmes motifs, mais non pas en pierre et en métal, donc dans un matériau plus précieux.
Et puis plus récemment, une inscription a été découverte qui nous parle donc d'un temple en or. C'est voilà, un des premiers exemples de temple en or. Donc ça, c'est l'expression des inscriptions. Et de revêtements métalliques, de décors architecturaux en métal à grande échelle, en fait. Il faut se représenter ce sanctuaire entièrement tapissé de plaques de bronze, elles-mêmes couvertes d'une pellicule d'or à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Au cœur d'une végétation luxuriante, il devait offrir un spectacle à couper le souffle. Une vision majestueuse, mais aussi mystérieuse, qui devait littéralement envoûter le visiteur. Et ce qui était vrai du Prakan de Kompongsvai l'était sans doute de plusieurs autres grands sanctuaires du royaume. Angkor Thom et ses fascinantes tours à visage, couvertes de plaques de bronze dorées. Et bien sûr, le temple d'Angkor Wat et ses célèbres pavillons aux formes allongées. La capitale des anciens Khmers était étincelante. C'est ce que nous enseignent les dernières découvertes des archéologues. À Paris, c'est le grand jour pour la statue du Vishnu. Sous le regard des caméras, elle fait son entrée dans la grande cour khmer du musée Guimet. Pour les 3 scientifiques qui l'ont accompagnée depuis son départ de Phnom Penh, c'est un véritable aboutissement. Vas-y Laurent, tu peux lever, je pense. Ouais, vas-y encore, lève Laurent. Mais il faut y aller là. L'installation est particulièrement délicate, car un soclage sur mesure a été conçu pour l'accueillir. Pivotez un peu. Délicatement. Ouais. Vas-y, descends, descends, descends. Oui, vas-y. Moi j'ai une boule qui commence à être posée là. C'est bon. Je vais y voir si. Pour la première fois, la statue va être présentée avec ses fragments les plus importants. Une quinzaine sont positionnés autour du buste de la divinité. Un véritable puzzle qu'il faut assembler méticuleusement. Il faudra 2 heures pour y parvenir. La statue a été minutieusement restaurée, nettoyée et traitée contre l'oxydation. Et, véritable surprise pour les chercheurs, d'infimes traces de dorure sont remontées à la surface. L'installation terminée, un autre moment très attendu par les scientifiques, le véritable visage du Vishnu leur est enfin révélé. Bon, ben voilà le résultat final, la restitution de la couleur et de la forme. D'accord. Ah oui, c'est sûr que la patine, ça change beaucoup. Alors, on n'a pas voulu faire une patine trop neuve, donc il y a des traces d'utilisation, des imperfections de moulage. Et les traces de pinceau, en fait. Et les traces d'application de la dorure au mercure. Au mercure. Voilà, alors là, les diadèmes sont des objets avec une épaisseur d'à peu près 1 mm. Et on peut voir l'arrière du crâne, juste. Oui. Ouais, le nœud d'attache. Ouais. On a un support de rêve, là.
mais en même temps qui est scientifiquement correct. Oui, parce qu'on va sans doute nous poser des questions aussi, mais pourquoi il est doré, Bien pourquoi sûr. il a les lèvres rouges, je pense que ça va. Bien Pourquoi sûr. les sourcils noirs et Bon, là, on peut argumenter, je pense. Sauf que finalement, en ayant les deux images comme ça, tout à coup, on comprend ce qui manque, on comprend le côté archéologique et en même temps, on voit toute la beauté qu'il a gardée, quoi. C'est ça qui est assez magique. Non? Fruit de longs mois de concertation avec les chercheurs, la modélisation 3D rend au Vishnou sa brillance d'autrefois. Elle permet de l'admirer tel qu'il pouvait se présenter à l'époque du royaume d'Angkor, pourvu de tous ses attributs. C'est un gros moment d'émotion, évidemment, parce que pour la première fois, je le vois sur son socle, à la hauteur qui était la sienne, dans le temple, ici, au musée Guimet. Et maintenant, avec ces fragments réunis, on peut mieux imaginer la taille de cette sculpture, l'élégance de la pose, le mouvement, en fait. Hein. Et puis, on peut aussi rêver à l'aspect qui était le sien à l'origine. Les dieux sont dorés parce que dans beaucoup de civilisations, l'or, c'est le symbole de l'immortalité. C'est le rayonnement. L'or, c'est une matière qui ne s'altère pas. Donc il faut imaginer un dieu immortel hein, qui est là, brillant, devant nous, splendide, couché sur le serpent de l'éternité, en train de méditer ce que sera le monde à venir. Le Vishnou, accompagné de 126 œuvres d'art exceptionnelles prêtées par le Cambodge, peut à présent être dévoilé au grand public. Un autre visage d'Angkor, non pas celui de la cité abandonnée, mais le visage de son apogée.